Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous allons maintenant discuter des propriétés de l'hélium. Alors, nous allons décrire un ensemble de ces propriétés et c'est ensuite que nous tenterons de les expliquer avec les outils dont nous disposons. Alors, l'hélium, on peut décrire les phases de l'hélium, donc gazeuse, liquide, solide, dans un diagramme. Température, pression. Ici, dans les basses températures, donc 0, 2, 4, 6 Kelvin, c'est la très très basse température, et des pressions très variables, allant d'un millionième, si on mesure en centimètres de mercure, la pression en centimètres de mercure, on obtient un millionième, un millième, une atmosphère, 1000 atmosphères et 1 million d'atmosphères. D'atmosphères, pardon, de centimètres de mercure. On peut alors tracer des courbes qui traduisent les changements d'état de l'hélium avec une première courbe comme ceci et une deuxième courbe voilà, alors on appelle le point ici le point C. Ici, c'est le point AE à pression ambiante. Donc, je vais décrire ça tout de suite. Lambda prime et lambda. Alors, le lambda et lambda prime sont simplement les noms donnés à ces points-là. Et E est le point à pression atmosphérique, 700 mm de mercure. Et le point C est le point dit critique, c'est-à-dire le point où on ne peut plus distinguer, où un gaz est trop comprimé à trop haute température et où on ne peut plus distinguer le gaz du liquide. Les deux ont des propriétés qui varient continuellement en passant de l'un à l'autre, ce qu'on appelle le point critique. On connaît 6 phases de l'hélium. Il y a 3 phases solides, nous ne parlerons pas beaucoup ici. Il y a une phase à cubique à phase centrée, alors ça c'est la structure cristalline du solide, cubique à phase centrée pour des pressions de plus de 1000 atmosphères. On a une phase hexagonale pour le reste de la phase solide à plus basse pression, sauf une phase cubique centrée, une toute petite zone autour de 1,6 Kelvin et une pression d'environ 22 atmosphères. On observe également une phase gazeuse et 2 phases liquides très différentes, la phase dite d'hélium 1 et la phase d'hélium 2. Notons que au zéro absolu, l'hélium est liquide. C'est une exception. Toutes les substances connues, toutes, se solidifient dès qu'on atteint une température suffisamment basse. Sauf l'hélium, qui reste liquide au zéro absolu. Ceci est dû au fait que, d'une part, c'est la plus petite substance monoatomique. L'hélium est un gaz inerte. Il ne forme pas de molécules, sauf dans des conditions extrêmes. Et donc, il reste à l'état d'atome. Et c'est le plus léger. L'hydrogène est un peu plus léger que l'hélium, mais il forme une molécule, H2, qui est plus lourde que l'hélium. Donc c'est le plus gros, c'est plus lourd. Donc c'est le plus petit gaz monoatomique. De plus, les forces de Van der Waals, qui sont des forces entre particules, qui contiennent des particules chargées, mais qui sont globalement neutres, on observe une faible force d'attraction, appelée force de Van der Waals. Elles sont très faibles dans le cas de l'hélium. Enfin, dans la phase solide, à haute pression, on constate que les vibrations atomiques sont assez importantes, ce qui tend à déstabiliser le milieu et ne permet la phase solide qu'à haute pression.
Alors, on peut tracer, on peut mesurer les propriétés aux différents points du graphique. Alors, je donne un ou deux exemples seulement, hein, ça n'est pas nécessaire d'entrer dans beaucoup de détails. Ainsi, le point E est à 4,22 Kelvin, à une pression de 1 atmosphère, bien sûr. La densité est alors de 125 kg par mètre cube, c'est assez léger. Le point critique, lui, est à 5,20 Kelvin, 2 atmosphères, une densité de 67,5. Le point lambda, ici, est à 2,17 Kelvin, 0,049 atmosphères, 146 kg par mètre cube. Pardon. Le point lambda prime est à 1,76 Kelvin, un peu plus froid, à 30 atmosphères, donc c'est à assez haute pression, et une densité de 180 kg par mètre cube. Notons que, pour ce qui est du point E et du point C, les courbes pour l'hélium 4 et l'hélium 3, les deux isotopes de l'hélium, en fonction du nombre de neutrons, hein, sont à peu près semblables. Ce n'est pas lié au fait que ce soit des bosons ou des fermions. Et on trouve des propriétés, donc on trouve au moins les deux courbes ici, fort semblables pour l'hélium 3 et l'hélium 4. L'hélium 4 pour le point E a une température un peu plus basse, 3,19, c'est du fait qu'il est un peu plus léger, l'atome, le noyau est un peu plus léger, pour une densité de 59, et le point critique est à 3,22 Kelvin, à une pression de seulement 1,4 atmosphères, c'est pas beaucoup plus, et une densité de 41 kg par mètre cube. Par contre, cette ligne-ci est le passage de 1 à 2, est lié, comme nous le verrons, au fait que l'hélium 4 est un boson. Donc il obéit à la statistique de Bose-Einstein. Tandis que l'hélium 3 est un fermion. Il n'obéit pas à la statistique de Bose-Einstein, il ne subit pas les phénomènes de condensation d'Einstein, que nous avons vus, et donc il ne passe pas dans une phase critique, une phase dite superfluide, la phase 2. Là, 1 est appelé liquide normal, le 2 est appelé superfluide. Et donc l'hélium 3 n'a pas cette zone-là. En réalité, à des températures encore plus basses, de l'ordre du 3 millième de Kelvin, c'est très très bas, 3 millièmes de Kelvin, c'est vraiment une très très basse température, les atomes d'hélium 3 s'associent par paires, dû aux faibles forces qui agissent entre elles, comme les forces de Van der Waals. Donc, et la paire est un boson. Et donc, à très 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 basse température, vers 3 millièmes de Kelvin, et en champ magnétique nul, il ne faut pas le moindre champ magnétique, on observe l'apparition d'une phase superfluide, et même de deux phases superfluides différentes, A et B. Alors, nous n'en parlerons pas, nous allons essentiellement parler de l'hélium 4, qui présente la phase superfluide importante ici, qui est d'ailleurs aussi la plus étudiée, parce qu'elle a des températures très basses, mais quand même plus accessibles que les millièmes de Kelvin. Alors, comment est-ce qu'on obtient l'hélium liquide comme ça? Eh bien, on procède à des processus de refroidissement et de liquéfaction à partir de l'atmosphère. Donc, on fabrique de l'air liquide et on utilise l'air liquide comme réfrigérant dans des systèmes de réfrigération, comme les frigos, jusqu'à atteindre, à pression atmosphérique, on atteint environ 4,22 Kelvin dans ces eaux-là. Donc le point E, jusqu'à avoir la liquéfaction. Ensuite, on a un liquide d'hélium 4 et on procède à surmonter de vapeur. Hein, donc on a un vase isolant, appelé vase de De Waer, qui est un vase avec une double paroi en verre et des parois épaisses, avec le vide entre les deux parois. C'est des vases extrêmement bien isolants. Donc on a de l'hélium liquide normal, en phase normale ici, surmonté de vapeur d'hélium. Et on procède à l'aspiration de l'hélium. Donc on aspire la vapeur d'hélium, ce qui fait évaporer l'hélium et diminue légèrement son niveau. Et pendant qu'il s'évapore, sa température baisse. On peut voir ça
comme, bon, on peut l'expliquer de plusieurs manières, par exemple, diminution de la pression de vapeur saturante, etc. Un moyen très simple de l'expliquer, c'est de dire que dans le liquide, on a des molécules lentes, le gaz, lui, est constitué de molécules beaucoup plus rapides. En aspirant les molécules plus rapides, les molécules les plus rapides du fluide s'échappent, et il ne reste que les plus lentes dans le fluide, qui donc se refroidit progressivement. Et on peut descendre ainsi à peu près jusqu'à une température de 1 Kelvin, donc à pression atmosphérique, on est en plein dans la phase 2. C'est un moyen relativement simple d'obtenir de l'hélium superfluide. Simple, mais qui nécessite quand même du matériel assez pointu, assez costaud, comme les vases de De Waer, des pompes aspirantes et des systèmes de liquéfaction. L'hélium n'est pas un gaz qu'il est facile de maintenir à l'état liquide. D'abord parce qu'il lui faut une température très basse, donc les moindres fuites de chaleur, il s'évapore en un rien de temps. Il faut des systèmes de refroidissement compliqués. De plus, comme c'est un petit atome, très léger, il s'échappe facilement. La plupart des parois ont un comportement poreux vis-à-vis de l'hélium, qui est un gaz très difficile à contenir. Notons que ce processus de pompage par aspiration fait passer donc du point E, la liquéfaction à pression atmosphérique, et on diminue jusqu'à à peu près 1 Kelvin, jusqu'ici. Donc on suit la courbe dite de saturation. Donc on a coexistence d'une phase liquide et d'une phase gazeuse dans le vase de De Waer. Donc on suit cette courbe-là. Et donc beaucoup de mesures ont été faites sur cette courbe-là. La courbe CE lambda est très très bien connue expérimentalement. Alors, la transition de 1 vers 2, quand on effectue ces mesures, on constate que la densité ne varie pas. Le changement de densité est progressif et il n'y a pas de variation brusque au passage de la limite. De plus, le processus ici ne provoque pas de variation de température. Donc on n'a pas de chaleur latente qui se dégage. Ce genre de phénomène, chaleur latente et discontinuité des densités, s'observe très bien, par exemple, avec la vapeur d'eau. Quand on a un gaz de vapeur et qui se liquéfie comme de l'eau, évidemment, le changement de densité entre vapeur et liquide est énorme. Hein, l'eau, c'est environ 1 kg par litre. La vapeur d'eau, c'est presque rien. Et donc, cette absence de variation de la densité et l'absence de chaleur latente, c'est typique des transitions d'ordre supérieur à 1. De plus, on observe des transitions, des dérivées du troisième ordre qui sont divergentes autour de ce point, du point lambda. Lorsqu'on traverse la courbe, certaines grandeurs sont divergentes. Par exemple, on peut mesurer la capacité calorifique et en fonction de la température, et on constate que la capacité calorifique ici ou ici varie de manière continue, sous forme de pratiquement une droite, mais il y en a deux, suivant qu'on est d'un côté ou de l'autre. On obtient alors deux lignes différentes. Il y a vraiment une rupture dans la chaleur spécifique quand on passe de la phase 1 à la phase 2. On observe également une telle discontinuité pour la compressibilité du fluide ou le coefficient de dilatation thermique. Alors, quand on refroidit ainsi l'hélium en le pompant, donc on pompe la vapeur qui est au-dessus du vase, à la partie supérieure du vase, on constate que l'hélium bout de manière importante. Donc, pendant toute cette phase de refroidissement, l'hélium est en ébullition, la vapeur se dégage et est pompée au fur et à mesure. Et puis, quand il atteint le point lambda,
boum, plus d'ébullition. L'hélium 2, qui se forme, est très calme. Il continue à baisser de niveau pendant qu'on pompe, il continue à se refroidir, mais il ne bout plus. Donc, au départ, le phénomène est dans la masse liquide, la formation de bulles et ébullition, alors qu'après, il ne se forme plus qu'en surface. Alors, on peut expliquer ça si la conductivité thermique est énorme. C'est-à-dire que la propagation de chaleur se fait dans le fluide très très vite, permettant ainsi à la chaleur de s'évacuer par la surface et donc d'avoir l'évaporation uniquement en surface. On mesure la conductivité thermique avec la loi de Fourier. J, c'est le courant de chaleur, la propagation de la chaleur. Variation de T, c'est la variation de température avec la position. Et donc, quand on a un différentiel de température, on a de la chaleur qui se propage entre les deux points. Et le coefficient entre les deux est appelé conductivité thermique. Alors, on peut la mesurer. Et ce qu'on obtient, c'est que dans la phase ici, hein, on a une conductibilité de 2 fois 10 exposant moins 4. Donc 2 10 millièmes. Mesuré en watts, la puissance de chaleur, d'énergie thermique, par centimètre de longueur, entre deux points où la température varie, et par Kelvin, évidemment, par delta de température. 2 fois 10 moins 4. Ça, c'est typique de l'hélium 1, et ce n'est pas un très très bon conducteur de la chaleur. Alors que pour l'hélium 2, on obtient des valeurs jusqu'à 10 exposant 6, c'est-à-dire 1 million. Ça, c'est énorme. C'est même colossal. 1 million de watts par centimètre et par Kelvin sont en fait le meilleur conducteur thermique de toutes les substances connues dans la nature. C'est un conducteur thermique presque parfait. Une autre propriété importante, c'est la viscosité. Alors, la viscosité, c'est la résistance d'un fluide au mouvement. Donc, quand on essaye de le mettre en mouvement. Vraiment, on l'observe très facilement avec une pâte. Hein. Les pâtes sont très visqueuses. L'huile est relativement visqueuse. L'eau est beaucoup plus fluide. L'eau est un liquide très fluide. Alors, on mesure la viscosité en poise. Je ne vais pas décrire exactement l'unité, ça n'a pas énormément d'importance ici. Ce qui compte sur la mesure en poids, c'est les ordres de grandeur. Alors pour l'eau, on obtient en poids environ 0,013. C'est la viscosité de l'eau. Ça peut servir de référence pour la réflexion. Alors que pour l'hélium 1, on obtient 3,5 fois 10 exposant moins 5. Donc, c'est un liquide très 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 peu visqueux. L'hélium est un liquide très très fluide, beaucoup plus fluide que l'eau. Mais pour l'hélium 2, on obtient 0. Alors, ça en fait donc un superfluide parce qu'il ne subit aucune viscosité. Alors, comment mesure-t-on la viscosité? Alors, imaginons on a deux parois. La paroi du dessous est immobile et la paroi du dessus, elle, se déplace à une certaine vitesse V de X, direction X. Ici, on a la direction Z. Alors, on constate que le fluide a tendance à suivre la paroi, il colle à la paroi. Là, il est immobile. Et entre les deux, il varie. La vitesse varie linéairement. Elle diminue progressivement jusqu'à l'immobilité à la paroi inférieure. Du moins, dans le régime qu'on appelle régime permanent, c'est-à-dire une vitesse constante, et laminaire. Donc le fluide n'a pas de turbulence, avec formation de tourbillons, des choses comme ça. Donc à des vitesses raisonnablement faibles. À haute vitesse, on a formation de turbulence.
Et pour maintenir le mouvement de la paroi supérieure, il faut exercer une force qui est égale à un coefficient fois la variation de la vitesse avec la hauteur. Donc, la variation de vitesse ici. Et ce coefficient est appelé viscosité. Alors, ça, c'est pas un moyen très pratique pour le mesurer, bien qu'on puisse le faire. Hein. On utilise plutôt un tube relativement fin. Hein. On peut même prendre un capillaire, c'est-à-dire des tubes d'une finesse extrême. À noter d'ailleurs que l'hélium-2 circule sans problème dans un capillaire. Alors que dans un tube fin comme un cheveu, faire circuler de l'eau, c'est un vrai challenge. Il faut des pressions colossales, et encore. Donc on fait circuler le liquide dans un tube, et il y a des formules, des lois qui ont été découvertes déjà au 19e siècle, qui permettent de décrire le débit qui circule dans le tube en fonction de la différence de pression qu'on applique dans le tube, la géométrie du tube, donc son rayon, sa longueur, et en fonction de la viscosité. Et un autre dispositif, c'est les cylindres tournants. Donc on a un cylindre fixe, et à l'intérieur, on a un cylindre qui tourne. Le liquide est entre les deux cylindres. C'est donc une expérience un peu analogue à cela. En utilisant là aussi la géométrie, on a une formule qui lie le couple de force, donc le couple de force à appliquer au cylindre tournant, parce qu'il faut pour faire tourner un cylindre, on appuie une force comme ça, et hop, ça tourne. Et le couple est lié aussi, un peu comme ici, à la viscosité par une formule, et on peut donc en déduire la viscosité. Si on fait les mesures pour divers fluides, de l'huile, de l'eau, de l'hélium 1, par les différentes méthodes, on trouve les mêmes valeurs de la viscosité, ce qui est logique, pour tous les fluides, sauf notre cher hélium 2. Où l'hélium 2, lui, le résultat diffère selon l'expérience. Donc, manifestement, il ne se comporte pas comme un fluide normal. Si on fait l'expérience avec le tube dans lequel on essaie de mesurer le débit, on obtient une viscosité qui est inférieure à 10 exposant moins 11. Donc, inférieure, on va dire nul, inférieure à 1/100 de milliardième de poise. C'est infime, infime. Alors que si on utilise les cylindres tournants, on obtient une viscosité de l'ordre de 10-5. C'est-à-dire du même ordre que l'hélium normal. On peut se demander pourquoi. Alors, en fait, c'est dû à la formation de tourbillons dans le fluide. On en reparlera, c'est un phénomène quantique lié aux propriétés de l'hélium 2 et dû à la rotation. C'est la rotation qui est responsable de ce phénomène. Alors, l'hélium superfluide est vraiment très curieux. Imaginez, vous avez un grand récipient avec de l'hélium superfluide dedans, et vous prenez un vase et vous plongez le vase dans l'hélium superfluide. Vous le descendez en gardant le bord à l'extérieur. Donc vous avez votre récipient, vous avez l'hélium superfluide, et vous placez un vase dedans, comme ceci. Ce qu'on constate alors, c'est que le vase se remplit de liquide, d'hélium 2, jusqu'à équilibrer les deux niveaux. Et ce, sans plonger totalement le vase à l'intérieur. Si vous tirez alors le vase vers le haut, le liquide se met à descendre jusqu'à à nouveau avoir équilibre. Et si vous sortez le vase complètement, on voit des gouttes d'hélium 2 tomber en dessous du vase au fur et à mesure qu'il se vide. On pourrait se demander qu'est-ce qui provoque ce phénomène. Eh bien, en fait, il se forme le long des parois du vase une couche de seulement quelques atomes d'épaisseur d'hélium cette infime couche
se dépose dû à cause du phénomène de l'absence de viscosité. Là, vous avez déjà vu une goutte d'eau sur une paroi inclinée. Si vous avez une grosse goutte, quand vous penchez la paroi, ben la goutte elle tombe. Et si c'est une toute petite goutte, en inclinant la paroi, la goutte a tendance à rester. Au pire, si elle est un peu grosse, elle va dégouliner. Mais si elle est toute petite, elle va rester sur la paroi. Même les vitres verticales, il peut y avoir parfois des gouttes d'eau. Il y a une légère attirance entre l'eau et le verre, et du fait de la viscosité de l'eau, l'eau ne tombe pas spontanément et facilement. Alors que pour l'hélium 2, il n'a pas de viscosité. Et donc, il peut former une couche monoatomique le long des parois. Et ça agit alors comme un siphon, comme quand on siphonne un réservoir. Quand le vase est plongé dans le liquide s'écoule le long des parois jusqu'à remplir le vase. Inversement, quand on le sort, il s'écoule le long des parois vers l'extérieur, le niveau baisse et éventuellement, goutte en dessous si on va retirer complètement le vase. C'est assez spectaculaire comme effet. Un autre effet assez amusant est l'effet fontaine. Alors, on décrit en physique statistique une grandeur appelée enthalpie libre. À l'équilibre, l'enthalpie libre d'un fluide est constante, partout. Et une variation de l'enthalpie libre est égale à moins S, l'entropie, variation de la température, plus le volume pour la variation de la pression. Alors supposons que dans le fluide, à un petit endroit, on fasse varier légèrement la pression et la température. Par exemple en le chauffant localement, ou comme dans une casserole d'eau quand on chauffe en dessous. À ce moment-là, l'enthalpie varie et elle va avoir tendance à retrouver l'équilibre. Donc la température et la pression vont varier dans le fluide jusqu'à s'équilibrer totalement. Et dans la plupart des fluides, tous les fluides connus, la variation de pression est beaucoup plus rapide que la variation de température. La variation de pression, vous avez de l'eau dans un tube, vous appuyez avec un piston d'un côté, elle sort tout de suite de l'autre. Les variations de pression, les variations des forces mécaniques dans les fluides sont très rapides. Alors que les variations de température sont plus lentes. Vous chauffez de l'eau à un bout d'un tube, il faut du temps pour que la chaleur se propage à l'autre bout du tube. Et de fait, quand on a cette variation locale, le fluide se met en équilibre, mais ce sont les pressions qui s'équilibrent le plus. On a alors des variations de température qui vont prendre un peu plus de temps pour s'équilibrer. Mais dans l'hélium 2, c'est différent. Parce que dans l'hélium 2, nous l'avons vu, sa conductivité thermique est absolument phénoménale. Donc, toute variation de température se propage à très très grande vitesse dans le fluide. Si vous faites varier les conditions locales du fluide, la variation de température et de pression, la température va s'équilibrer dans tout le fluide presque instantanément. Et à cause de ceci, c'est la pression qui va varier. La pression va devenir relativement importante entre des points différents, ce qui a des effets mécaniques. Et un effet assez spectaculaire, c'est l'effet fontaine. On a un bac rempli d'hélium superfluide, et dedans, on a un tube, surmonté d'un petit tube, avec du coton ici comme rembourrement et ici de la poudre énémerie. Le tout étant bagné d'hélium. Tout l'intérieur est bagné d'hélium superfluide. Puis on envoie un simple rayon lumineux, un rayon laser par exemple, sur l'émerie, ce qui va les chauffer, ce qui les chauffe très peu. De la lumière visible a un effet thermique assez faible. Les infrarouges ont un effet thermique plus important. Et
cette petite différence de température suffit à provoquer une différence de pression énorme et l'hélium se met à jaillir comme une fontaine. Si le jet est assez important, comme il repasse dans la partie supérieure gazeuse qui est un peu plus chaude, l'hélium qui est éjecté s'évapore et ne retombe même pas dans le liquide. Il se transforme en vapeur. Et ça, c'est assez spectaculaire de voir ce jet d'hélium qui sort simplement en éclairant le petit tube ici. Vous avez une puissante fontaine qui sort, d'où le nom d'effet fontaine. Voilà, alors voilà bien des propriétés curieuses de l'hélium 2. C'est évidemment, vous l'avez certainement compris, l'hélium superfluide qui va nous intéresser le plus. Et pour essayer de comprendre toutes ces propriétés extraordinaires. Et nous commencerons dans la prochaine vidéo. Nous verrons, nous allons voir plusieurs modèles qui décrivent l'hélium. Et nous allons commencer dans la prochaine vidéo par le modèle de London et le modèle de TISA. Je vous remercie.